Le 28 janvier 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil intitulé « La conspiration du navet », texte intégral. Puisqu'aucun film ne nous requiert cette semaine, que mes amis lecteurs me permettent d'en profiter et de les entretenir de 2 ou 3 questions urgentes, je dirais même vitales, pour le cinéma français. D'abord, quelques lignes de préambule, brèves, car la place nous est plus que jamais mesurée, et nous avons beaucoup de choses à dire dans nos 3 colonnes. Il y a quelques jours, j'ai été délégué par la presse cinématographique, avec mon ami Régent, pour siéger dans le jury du prix artistique du cinéma français. Déjà, en 1943, François Vineuil avait fait partie d'un jury de concours de scénario organisé par le journal Comédia, aux côtés de Giraudoux, Monterland, Pagnol, Freinet, Villermoz, Spaak et Jean-Paul Sartre. Ce prix, dont l'initiative revient au directeur en titre de notre cinéma, Louis Gallet, est fort bien conçu. Il ne consiste pas dans la désignation du meilleur film de l'année, il se propose d'encourager une œuvre réussie, mais représentant un effort particulièrement hardi, où les auteurs ont fait passer le souci de l'art, de l'originalité, avant celui du commerce, effort qui risque donc d'être en partie déficitaire. La direction du cinéma a décidé de distinguer les efforts de ce genre, non seulement par une mention honorifique, mais en avançant une somme fort rondelette aux producteurs qui ont couru ce risque. Je dis bien avancer. En effet, l'État conserve le droit de la récupérer partiellement ou totalement si dans le cours de son exploitation, le film réalisait des bénéfices appréciables. Il faut voir là comme une préfiguration de l'actuel système d'avance sur recette, sur film terminé. C'est du mécénat dans la forme la mieux comprise. Louis Gallet a présidé avec beaucoup de compétence, fort adroitement et impartialement, la première réunion de notre jury. C'était vraiment l'amateur de cinéma qui parlait avant tout dans sa bouche. J'ai eu l'agréable surprise de rencontrer dans ce jury 2 hauts fonctionnaires des finances, qui étaient admirablement avertis des choses du cinéma, qui en jugeaient avec un goût très fin. Nous avons pris à l'unanimité, ce qui est exceptionnel dans des assemblées de cet ordre, des décisions qui me paraissent excellentes. Nous avons couronné pour 1942 Les Visiteurs du Soir, pour 1943 Les Anges du Péché, 2 films réunissant à merveille, il me semble, les conditions requises par notre règlement. J'ai été particulièrement heureux de la mention décernée à Douce. Voilà donc un assez bon travail qui a été fait pourtant dans une maison officielle. Voilà encore la preuve qu'il ne serait pas si difficile d'accomplir pour le cinéma une besogne à la fois officielle et utile. 2 mots rarement accouplés chez nous. Si réellement on le voulait, si mainte bonne volonté, comme celle de l'avenue de Messine, siège de la direction du cinéma, de certains bureaux du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, bonne volonté malheureusement dépourvue de pouvoir. Si donc mainte bonne volonté n'était pas coiffée par d'autres volontés, plus secrètes, mais beaucoup plus efficaces, qui sont en gros les volontés de Vichy. J'en viens aux faits. Je l'ai dit ici dans maints articles, depuis 18 mois, notre cinéma connaît un nouvel, un incontestable essor. L'État français, qui se prétend si attaché au prestige, au relèvement de notre pays, est pour ainsi dire étranger à ce succès. Allons plus loin. Y a-t-il une branche de l'activité française qui triomphe des plus extravagants obstacles, où la qualité est en train de primer ? Vous avouerez qu'en l'an 4 de Vichy, c'est un paradoxe. Vous ne serez pas surpris qu'il soit mis bon ordre à ce paradoxe sans retard. On s'y emploie. Et voici comment. Bonnes âmes, nous imaginerions volontiers que, puisque 15-20 films français de valeur ont vu le jour et reçu le meilleur accueil du public, que l'on déclare trop vite idiotifié, il y a une grande liesse dans le monde de notre 7e art. Quelle innocence!
Les derniers succès remportés par le cinéma français sont le fait d'une élite, ou, pour nous exprimer plus nettement encore, et sans employer un terme galvaudé, d'une aristocratie. Rien de plus inquiétant pour la majorité des mercantis qui gravitent autour de notre écran et qui entend bien ne point se laisser dépouiller de ses prérogatives, tellement conformes aux mœurs démocratiques dont Vichy assure si bien la continuité. Les hommes d'affaires du cinéma sont fort désagréablement surpris par cette offensive du goût, de la personnalité et du talent que représentent pour eux nos meilleurs films de l'année dernière. Ces films faussent, selon eux, les lois de leur marché. Comme le disait l'autre mois un de nos plus gros négociants en vaudeville et mélo, devant le succès au Paramount, succès du reste sournoisement saboté, de Douce, le ravissant film de Claude Autant-Lara, « Si maintenant le public se met à aimer ça, c'est à n'y rien comprendre, c'est à désespérer de tout. » Pour des hommes d'affaires d'une race aussi bornée et basse que ceux qui prévalent par le nombre dans notre cinéma, bistrot cinéaste, selon le mot d'Émile Villermoz. Émile Villermoz, qui est le fondateur de la critique cinématographique en France. Ou administrateur bourgeois, l'artiste avec tout ce qui l'accompagne, tout ce qu'il représente, tous ceux qui le soutiennent, est une espèce d'ennemi héréditaire. Plus sommairement encore, la foi, le risque, l'intelligence, qui sont les corollaires de l'art, ne sauraient trouver place dans le grossier système qui constitue l'essentiel du capitalisme cinématographique. J'ai eu l'occasion d'en parler la semaine dernière au centre du Rassemblement national populaire où Marcel Déat avait bien voulu m'inviter amicalement. Je me résume aujourd'hui pour un auditoire plus vaste. Le cinéma français, tel que nous l'aimons et le défendons ici, est actuellement en péril, et voici pourquoi. Monsieur Richebey, notoire spécialiste du film Kaamelott, depuis 3 mois, déjà grand chef intérimaire du comité d'organisation de l'industrie cinématographique, est à la veille d'être nommé président responsable de ce comité, réorganisé et investi en fait de l'autorité la plus considérable pour tout le cinéma français. Les élections, encore officieuses, mais qui ne tarderont point sans doute à être officielles, ont désigné comme délégué de la production auprès de ce comité Monsieur Harris Puru, producteur, entre autres inepties, de l'Amande Bornéo, Monsieur Fraugeret, producteur des Tino Rossi, Monsieur Seffer, représentant non moins actif du commerce des navets, à l'exception d'une tentative, celle du baron fantôme, l'ineffable et éternel André Hugon, du champ de l'exilé, ont été écartés Monsieur Paul V, producteur des Visiteurs du soir, de l'Éternel Retour, Monsieur Guerlet, producteur de Douce, du Mariage de chiffon, Monsieur Ploquin, producteur du plus beau film français sans doute, qui était tourné depuis 3 ans et que vous verrez bientôt, Le ciel est à vous, Monsieur Tual, producteur des Anges du péché, Monsieur Desfontaines, producteur de Dernier atout, ont préféré ne pas poser leur candidature plutôt que d'essuyer un échec certain. On sait que le cinéma subit, lui aussi, de nombreuses restrictions et qu'aucun film ne peut plus être entrepris sans que son producteur possède une licence. Il se livre déjà autour d'elle à un trafic éhonté, à coups de millions. L'attribution de ces licences est sur le point d'être l'apanage des élus, cités plus haut, qui vont devenir ainsi juges et partis, régenter toute leur corporation, s'octroyer officiellement le droit de travailler et de travailler seuls, si bon leur semble. D'autre part, M. Richebey vient de faire signer à Vichy une loi prodigieuse dont il a été déjà beaucoup parlé, et grâce à laquelle, notamment, le producteur devient en droit l'auteur du film, qui porte son estampille, est reconnu comme le seul auteur de ce film, ce qui revient exactement à dire qu'un éditeur est l'auteur des livres qu'il publie. L'artiste est livré pieds et poings liés à un homme d'affaires qui,
dans certains cas, peut-être son précieux associé, mais qui, le plus souvent, n'est qu'un entrepreneur de la plus vulgaire espèce. De semblables mesures tendent à faire du cinéma français le monopole quasi exclusif des fabricants les moins qualifiés, ou, si l'on préfère, les plus nettement disqualifiés. Il apparaît de plus en plus que le nouvel hypercapitalisme né à Vichy et s'engraissant des malheurs de la patrie a lié étroitement ses intérêts à ceux de ce trust. Nous allons, dans le cinéma comme dans tant d'autres domaines, à une victoire de la médiocrité et de l'argent sous sa forme la plus sordide. Je ne prétends pas le moins du monde qu'il faille oublier les nécessités financières et commerciales auxquelles le cinéma doit obéir. Mais je rappelle que depuis 3 ans, il y a un certain nombre de créateurs, de producteurs, qui ont bien mérité du cinéma français. Ils se nomment Becker, Grémillon, Carnet, Autant-Lara, Clouzot, Delannoy, Bresson, Daquin, Christian Jacques, Lacombe, Cayatte, Orange, Valentin, Véry, Prévert, Ploquin, Polvé, Tual, Desfontaines, etc. Il est inadmissible que ces hommes ne soient pas représentés dans les organismes d'une corporation qui n'existerait pas sans eux, qu'ils n'y aient pas la plus large place, qu'ils puissent être, du jour au lendemain, dans l'exercice de leur métier, soumis à une espèce de dictature du fernandélisme intégral. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'État français, devant cette conjuration du fernandélisme, demeure d'une passivité qui ressemble singulièrement à de la complicité. J'ai vu qu'il était de mon devoir de dénoncer une série de manœuvres dont les conséquences seraient déplorables pour le cinéma français, à l'instant même où, malgré des obstacles inouïs, il vient de marquer des points décisifs, de montrer, au sein de l'anarchie et du pire marasme, les forces réelles qui subsistent dans notre pays. Là s'arrête mon rôle. C'est aux artistes, aux créateurs de notre cinéma, à jouer le leur. Le sort de leur profession dépend sans doute de leur union et de leur volonté.